Bonjour, bonne année 2019 et bienvenue dans ce 32e numéro de ma revue d'activité parlementaire en mode député. Cette nouvelle année 2019 a commencé à l'Assemblée nationale sur les chapeaux de roue. Nous avons notamment, en tant que groupe parlementaire, la France Insoumise, présenté plusieurs textes législatifs visant à interpeller la majorité et le gouvernement sur la question des violences policières, celles qui ont eu lieu contre le mouvement des Gilets jaunes, et puis de manière générale la question de l'usage de la force et les stratégies de maintien de l'ordre de la police et donc également du gouvernement. Ces textes législatifs, ce sont deux propositions de loi. Une première proposition de loi qui a été présentée par mon collègue Alexis Corbière, qui est député de Seine-Saint-Denis, sur l'interdiction des flashballs, des LBD, lanceurs de balles dites de défense, et des grenades GLI F4. Ce sont des armes qui ont été utilisées contre des manifestants au cours des dernières semaines et qui ont causé plus de 1700 blessés, 17 ou 18 personnes qui ont eu leur œil arraché, des mains arrachées, et donc une situation assez inédite, assez nouvelle et extrêmement grave, où le droit de manifester est remis en cause par un usage disproportionné de la force par la police et les unités de sécurité qui sont dépêchées par le gouvernement, parce qu'il y a une violence extrêmement forte qui est dirigée contre les manifestants et les manifestantes. C'est notamment grâce au travail du journaliste David Dufresne que cette réalité a enfin commencé à être relayée par quelques médias, mais il a fallu plusieurs semaines pour que ça réagisse au niveau du gouvernement, qui avait une attitude de déni, notamment Christophe Castaner, à qui, si vous vous rappelez et vous aviez suivi les débats, j'avais dès début décembre de l'année dernière, posé la question de l'usage disproportionné de la force par les policiers et les unités de sécurité, et question à laquelle il avait répondu que ça n'existait pas et que c'était au contraire les manifestants qui auraient eu un usage illégitime de la force contre les forces de l'ordre. Donc depuis, après plusieurs déclarations de ce type assez choquantes de la part d'un responsable politique, le gouvernement a commencé à changer un peu de ton et est obligé d'admettre qu'il y a un problème, notamment puisqu'il y a eu un certain nombre de signalements faits à l'inspection générale de la police. Et du coup, dans la continuité de notre travail et de notre responsabilité de parlementaire telle que nous l'exerçons depuis le début de ce mouvement, à la fois en soutien aux revendications politiques légitimes de cette mobilisation citoyenne, populaire massive, mais aussi en termes d'interpellation du gouvernement sur les réponses qu'il a choisi d'apporter. Nous avons donc présenté cette proposition de loi sur l'interdiction de ces armes. La deuxième proposition de loi porte sur les techniques d'immobilisation qui sont utilisées par la police, par la gendarmerie. Vous avez peut-être entendu parler du cas d'Adama Traoré, encore récemment, qui est mort en 2016 suite à l'usage d'une de ces techniques. Mais ce sont depuis plusieurs années plus d'une dizaine de personnes qui sont mortes par ces techniques. On peut citer Ali Ziri, un retraité de la SNCF, Lamine Dieng, un jeune Parisien du 20e arrondissement. Enfin voilà, les cas sont malheureusement trop nombreux, et la France a notamment été condamnée sur ces faits pour usage justement disproportionné et l'usage de ces techniques. Et donc cette proposition de loi que j'ai présentée et que je travaille depuis plusieurs mois avec les associations et les collectifs, a pour but d'interdire l'usage de ces techniques, comme c'est le cas dans d'autres pays aujourd'hui en Europe et des États-Unis d'Amérique. Au cours de ce mois de janvier, nous avons également débattu et voté un texte d'accord, un texte de loi d'habilitation, excusez-moi, au gouvernement, en fait, pour qu'il puisse négocier
un accord de nouvelles modalités en fait vis-à-vis de la Grande-Bretagne en cas de Brexit. Vous savez, donc le choix des Britanniques de quitter l'Union européenne a nécessité qu'un certain nombre de négociations se passent entre l'Union européenne et le gouvernement britannique afin de décider de ces modalités. Depuis, vous l'avez certainement entendu parler, la Chambre des communes britannique a refusé l'accord de négociation qui avait été discuté entre la première ministre Theresa May et les commissaires européens. Et donc, la question de ces modalités est reposée. Et donc, la France, le gouvernement français, doit décider de quelle nouvelle modalité en cas de refus de l'accord, ce qui est le cas actuellement, et surtout si la Grande-Bretagne, le gouvernement de Theresa May et l'Union européenne ne parviennent pas à avoir un deuxième accord. Donc voilà, dans tous les cas, nous avons saisi l'occasion à l'Assemblée nationale lors des débats sur ce texte. Donc c'est une loi d'habilitation par ordonnance, qui donne donc les pouvoirs au gouvernement. Nous nous sommes saisis de ce débat pour poser la question en fait de quelle Union européenne nous construisons aujourd'hui, quelle Union européenne est construite par les gouvernements, parce que dans le débat sur le Brexit, ce qui est en cause, ce sont les politiques qui sont menées depuis des années et qui font que les peuples ne s'y retrouvent plus, ne se retrouvent plus dans ce projet européen. Et c'est crucial en fait d'aller au fond, à la source du vote de ce Brexit, parce que sinon on sera en incapacité d'anticiper de prochaines crises, parce qu'il va y en avoir, il va continuer à en avoir avec la manière dont l'Union européenne se construit et surtout se déconstruit, et de comprendre pourquoi il faut changer de politique au niveau national et au niveau européen. Et donc nous sommes intervenus, le président du groupe Jean-Luc Mélenchon et moi-même, dans ce débat pour expliquer notre position. Nous n'avons pas souhaité donner notre vote au gouvernement pour qu'il négocie, parce que en fait la ligne sur laquelle il négocie au niveau européen de manière générale, et donc dans ce cadre-là, reste celle d'une vision néolibérale où c'est la compétition des travailleurs et travailleuses les uns contre les autres, et une logique qui est simplement de donner les moyens à la finance. Dans le cas par exemple du Brexit, l'enjeu des gouvernements européens a été d'essayer d'attirer le plus possible les financiers de la City pour qu'ils viennent en Europe, et donc c'est une logique en fait qui met la finance en priorité plutôt que les peuples, et par exemple une justice fiscale, une harmonisation par le haut des conditions sociales, et ce qui est aux sources de la crise démocratique et du rejet en fait de l'Union européenne qui existe aujourd'hui. Donc voilà ce que nous avons expliqué et tenté de discuter avec nos collègues lors de ce vote. Nous avons déposé cette motion de rejet préalable, non pour des questions de posture, mais parce que nous sommes parlementaires et qu'ici, nous sommes tenus d'avoir des débats pour éclairer notre réflexion et pour comprendre, y compris les raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui, je dis nous, parce que ce qui se passe en Grande-Bretagne a des impacts et va avoir des impacts sur l'ensemble des pays européens, sur l'Union européenne et sur notre pays. Et donc, nous sommes tenus de comprendre les raisons fondamentales. Voilà le sens politique et non d'une posture ou d'une forme de tribunisme superficiel. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons souhaité poser cette motion. Parce que vous l'avez évoqué, vous avez quand même relevé les différents points présentés par le président Mélenchon qui renvoyaient à une analyse politique, à une divergence politique, à la fois sur les causes, les conséquences et les perspectives que le débat sur le Brexit, ce vote d'abord du Brexit, et puis la décision du Parlement britannique pose aujourd'hui à notre pays, à l'Union européenne. Vous évoquiez les débats lors du référendum, y compris en délégitimant, Madame la Ministre, l'usage du référendum.
certainement pour des motivations très franco-françaises, mais tout de même, la parole du peuple, le fait de demander son avis au peuple, nous semble quand même un élément fondamental des démocraties que l'on doit respecter, pas simplement en parole, mais également en acte. Et dans ces débats, ce qui a surgi, c'est effectivement beaucoup d'exagération, de caricatures, comme il en existe également dans notre pays. Je vous renvoie au débat que nous avions eu sur l'asile et l'immigration, où votre ministre parlait également de submersion migratoire pour convaincre de voter ce texte infâme. Donc oui, il y a de la caricature, mais derrière, il y a aussi une compréhension par les peuples et une explication politique qui est donnée des raisons pour lesquelles la crise économique aujourd'hui détruit les sociétés, détruit les services sociaux. Et ce qui s'est passé en Grande-Bretagne au cours des 30-40 dernières années, entamé par Madame Thatcher, poursuivi par Monsieur Blair qui est, je crois, un des inspirateurs au moins idéologiques de Monsieur Macron, avec cette idée de troisième voie, et aujourd'hui la raison pour laquelle ce vote a eu lieu. Donc oui, il est important aujourd'hui, ici et maintenant, plus que jamais, parce que c'est une crise importante de l'Union européenne, de se poser la question des raisons, des politiques qui ont mené à cela, pour que nous puissions prévoir et anticiper les prochaines crises à venir, pas simplement en Grande-Bretagne, mais en France et en Europe. Et c'est pour cela que nous avons posé cette motion de rejet et nous vous appelons à la voter. Au cours de ce mois de janvier, j'ai également participé à une délégation en tant que parlementaire de la France Insoumise avec ma collègue Mathilde Panot, qui est députée du 94, ainsi qu'un élu local de Grigny, de la France Insoumise, qui s'appelle Pascal Troedec. Nous avons constitué une délégation pour nous rendre au Rojava, cette région au sud de la Syrie, où depuis 2012 se construit un projet politique écologiste, féministe et inclusif de toutes les populations, et donc qui fait face et qui a fait face pendant plusieurs années aux attaques et aux stratégies notamment des groupes de l'État islamique qui ont dévasté la région et qui ont ciblé les populations. Et donc les Kurdes notamment du Rojava et de cette région ont été en première ligne dans la bataille contre les groupes terroristes de Daesh, et ont depuis, après avoir libéré l'essentiel du territoire, construit ce projet qui est extrêmement inspirant, où se construit des modèles politiques qui incluent à parité des hommes et des femmes, qui incluent l'ensemble des communautés. Et donc on a beaucoup à apprendre de cela. Et il y a un enjeu de protection de ces populations, du peuple kurde, face aux menaces qui existent aujourd'hui dans la région, notamment de la Turquie. Donc c'est une région et un territoire qui est aux frontières de la Syrie, de la Turquie et de l'Irak. Et il y a des velléités de la Turquie d'intervenir sur ce territoire, en plus dans le contexte du départ des États-Unis. Il y a une urgence, une importance forte pour que la France maintienne la position qui a été la sienne de soutenir le peuple kurde et l'ensemble des populations qui vivent sur ce territoire, afin qu'elles puissent en paix, en sécurité, développer politiquement et économiquement ce territoire. Et donc voilà, cette délégation avait ces buts: montrer notre soutien et notre solidarité, et marquer la nécessité d'un maintien de la position de la France, et apprendre de cette expérience inédite. D'autres formes, on va notamment continuer à renforcer ces relations au niveau international avec l'ensemble des structures que nous avons rencontrées. Ça a été très bref, mais c'était vraiment un moment important et fort, et je vous reparlerai bien sûr donc de tout ce qu'on va faire autour de cette question. En circonscription, au cours de ce mois de janvier, je suis intervenue sur un dossier que je suis depuis le début de mon mandat, le dossier de l'accueil des personnes migrantes. Puisque comme beaucoup de personnes aujourd'hui sans domicile fixe et
sans accompagnement suffisant, les migrants et migrantes qui sont un certain nombre encore dans la circonscription, dans le 18e à la porte de la Chapelle et dans d'autres points du territoire, font face à un manque criant, extrêmement grave, d'accompagnement de la part de l'État en termes d'hébergement, en termes de structure d'hébergement. Et on se retrouve à nouveau, comme nous le craignions, comme nous alertions le gouvernement, notamment lors des débats sur le projet de loi de l'asile et immigration. Nous avons alerté, ainsi que d'ailleurs de nombreuses associations qui ont fait une lettre publique ouverte sur le manque de moyens d'accueil, d'accompagnement et notamment d'hébergement, ce qui fait qu'on se retrouve à nouveau avec des campements qui se sont installés, des personnes qui dorment sur des tentes avec en plus les chutes de température, donc une situation indigne et qui met ces personnes qui sont déjà très vulnérables dans des risques pour leur vie et pour la suite de leur parcours migratoire, d'intégration et de suivi. Et donc voilà, j'ai donc appuyé à nouveau les demandes et les interpellations des associations sur le manque de moyens qui est mis aujourd'hui et budgété par le gouvernement et notamment le ministère de l'Intérieur qui va prendre en charge désormais l'hébergement pour les demandeurs et demandeuses d'asile. Il y a encore plus et toujours et encore plus aujourd'hui besoin d'une autre politique que celle que mène le gouvernement, dont on voit tous les jours à la porte de la Chapelle, au jardin Adéole, les conséquences catastrophiques pour tous et toutes, notamment les migrants et les migrantes, mais également les habitants et les habitantes qui sont témoins de ces situations de détresse extrêmement graves sans voir l'État et les services publics y répondre. Une autre interpellation que j'ai faite au gouvernement concernant des questions relatives à notre circonscription, à la ville de Paris et à la région, porte sur le projet du Charles de Gaulle Express. Vous en avez peut-être pas entendu parler parce que c'est justement un des problèmes, ça a été un projet peu discuté. C'est la volonté de créer une liaison entre l'aéroport Charles de Gaulle et le centre de Paris, une liaison express qui coûterait très très cher et qui de fait ne serait accessible qu'à un nombre limité de passagers et de passagères, alors même qu'existe une ligne de RER, le RER B, qui dessert cette destination, qui a besoin d'amélioration, d'un investissement pour permettre qu'il y ait plus de rotation, mais qui est un service public qui est accessible au plus grand nombre. Et donc la logique financière, la priorisation d'un projet qui va en plus bouleverser de plusieurs projets d'urbanisme dans les départements qui vont traverser, qui va bouleverser en fait également le trafic du RER B, puisque ce Charles de Gaulle Express va occuper des lignes qui devraient être celles du RER B. Alors vous imaginez le type d'embouteillage et de risque de dysfonctionnement que cela peut engendrer dans un réseau qui est déjà quand même pas mal chargé. Bref, un projet qui en fait n'a aucune logique que celle purement économique et qui fait en fait office de projet d'appel pour les investisseurs étrangers, pour les financiers, pour donner l'image d'une ville, Paris, où ceux qui en ont les moyens peuvent en 10 minutes se rendre au centre de Paris en venant des aéroports internationaux. Donc voilà, un projet de communication qui va coûter très cher et qui a des conséquences sociales et écologiques problématiques. Donc depuis plusieurs mois et même années, puisque le projet est en discussion depuis plusieurs années, des collectifs de citoyens et des citoyennes se mobilisent sur cette question, des élus sont alertés, et donc j'ai relayé un certain nombre de ces préoccupations auprès de la ministre des Transports en lui demandant où elle en est du projet et en insistant sur le fait que ce projet n'avait en fait
pas vraiment de légitimité et qu'il serait bien mieux, elle serait bien mieux avisée d'y renoncer. D'autant qu'il n'y a pas eu le processus de concertation qui devrait être mis en place avec les habitants et les habitantes. Depuis son lancement, le projet de liaison directe entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle, nommé Charles de Gaulle Express, rencontre, avec raison, de fortes oppositions, parmi lesquelles celles de nombreux citoyens et citoyennes, d'élus franciliens et franciliennes, dont la maire de Paris, et également du syndicat des transports d'Île-de-France Mobilité. Avec raison, disais-je, car c'est un projet absurde à plusieurs niveaux. Une absurdité écologique d'abord. Pour mettre en place le Charles de Gaulle Express, il va falloir construire de nouveaux rails entre Mitry-Mory et l'aéroport qui seront pris sur des terres agricoles. On nous dit que le Charles de Gaulle Express diminuera l'utilisation de la voiture pour se rendre à l'aéroport de 40%, mais il assoit son financement sur une prévision du doublement du trafic aérien qui est le plus polluant. Un non-sens qui va abîmer la biodiversité locale et contaminer d'autant plus l'air de la région parisienne. Une absurdité sociale et territoriale ensuite. La liaison Paris-Roissy est aujourd'hui assurée par le RER B, 30 minutes de trajet pour un peu plus de 10 €. Le Charles de Gaulle Express se destine exclusivement à de la clientèle aéroportuaire au coût de 24 € pour 20 minutes de trajet. Le RER B dessert de nombreuses gares. Il est aujourd'hui bondé tant les gens ont besoin de l'emprunter. Or, le Charles de Gaulle Express ne s'arrêtera pas dans ces gares. Pire, il empruntera des voies du RER B, saturant encore plus ce dernier. C'est donc un projet pour les riches, sans aucune plus-value économique pour les territoires qu'il traverse. Île-de-France Mobilité a d'ailleurs demandé l'arrêt du projet, tant que toutes les garanties concernant l'impact sur le RER B n'auront pas été données. C'est évidemment une absurdité financière. Le coût du Charles de Gaulle Express a été relevé régulièrement de 700 millions au début à plus de 2 milliards aujourd'hui. Il n'y a pourtant aucun gage sur sa rentabilité financière. L'État va prêter 1,7 milliard d'euros pour le mettre en œuvre. Son financement est prévu en partie grâce aux recettes générées par le prix des billets. Mais qui peut assurer que les usagers et usagères de l'aéroport préféreront prendre le Charles de Gaulle Express plutôt que le RER B bien moins cher? C'est enfin une absurdité démocratique. L'ensemble des informations concernant le montage financier n'ont pas été communiquées au public. Les règles de la concertation semblent ne pas avoir été respectées. Les avis recueillis en 2016 étaient très majoritairement négatifs dans les enquêtes publiques. Ma question est simple et je relaie ainsi celle posée depuis de nombreuses années par les citoyens réunis au sein du collectif Non au Charles de Gaulle Express et un certain nombre d'élus, comme je l'ai dit. Comptez-vous vous entêter dans ce grand projet inutile ou enfin mettre un terme à cette absurdité que représente le projet du Charles de Gaulle Express? Ce mois-ci, j'ai également eu l'occasion de visiter l'école de la Deuxième Chance, qui se trouve dans le 19e arrondissement, rue du Maroc, et qui est donc une structure de formation professionnelle qui s'adresse aux personnes qui ont eu un parcours scolaire et de formation professionnelle des fois chaotique, qui souhaitent changer d'orientation, et qui ont la possibilité dans cette structure donc de discuter, d'élaborer un projet, de nouveaux projets de formation et d'avoir des enseignements qui vont leur être fournis en lien, de manière très personnalisée, en lien donc avec leur choix de métier désiré. Et donc j'ai donc rencontré l'équipe de direction et plusieurs de jeunes d'une vingtaine d'années qui bénéficient de ces formations. Ça a été vraiment un échange très, très riche, très, très intéressant, qui m'a permis d'en savoir plus sur l'école de la Deuxième Chance, qui est en fait implantée dans Paris, dans le 18e, 19e, 20e et 13-14e arrondissement, dans la région parisienne, et il y a également des structures de ce type, au moins à Marseille, si je me rappelle bien de ce qui est indiqué. Vous pouvez trouver des informations donc, sur cette école de la Deuxième Chance sur Internet, et c'est une formation gratuite qui est vraiment très intéressante. Et donc ces échanges, cette rencontre m'a permis, y compris moi, pour mon travail parlementaire, de mettre des histoires, des trajectoires, des choses concrètes derrière les débats que nous avons souvent à l'Assemblée nationale sur la question de la formation professionnelle, les besoins qu'il faut apporter et l'accompagnement qui doit se faire sur ce sujet. Donc voilà un exemple des visites et des rencontres que j'ai eues dans la circonscription. Enfin, je voudrais vous parler du débat qui va être lancé dans les prochaines semaines par
mairie du 18e arrondissement et qui porte sur la question de la restauration scolaire. En tant que députée, je siège au comité de gestion de la Caisse des écoles qui organise les cantines en fait, de l'arrondissement. Et donc, ça m'a donné l'occasion de rencontrer notamment des collectifs de parents qui sont investis sur le bien-être alimentaire des enfants, donc notamment le collectif les enfants du 18e mangent ça, et qui ont donc été très attentifs et qui ont beaucoup suivi donc les travaux et le fonctionnement de la Caisse des écoles. La Caisse des écoles, elle regroupe donc des élus, du personnel qui s'en occupe, des représentants des parents et ainsi que des enseignants, des directeurs d'école, etc. Donc c'est une structure collective. Et moi, c'était une première expérience au sein de cette structure. Et donc j'apprends beaucoup du fonctionnement de cette caisse et donc de la restauration scolaire. La particularité dans le 18e arrondissement, c'est que ce n'est pas la ville comme l'arrondissement qui gère ça, ce n'est pas un service public, il y a une délégation du service public et donc c'est fait par une entreprise. Et de ce point de vue, il y a une exigence encore plus forte, en tout cas à mon avis, à avoir. Nous sommes favorables de la gestion directe publique et donc défavorables à la délégation de services à du privé. Il se trouve que le 18e, la majorité a choisi de reconduire cette délégation, mais il y a derrière un débat légitime et important à avoir sur comment on organise cela, la qualité des aliments qui doivent être produits, comment la production se fait de cette restauration. Donc beaucoup de choses et qui pourront et auront l'occasion, j'espère, d'être discutées avec les habitants, les parents, les enfants également qui mangent à la cantine. Les personnels qui y travaillent, parce qu'il y a du personnel qui travaille, et voilà, l'ensemble de la communauté du 18e arrondissement. Je me suis moi-même rendue dans une cantine du 18e, de la rue de Deauville, pour partager un repas avec les élèves. Et donc, c'est un débat auquel j'ai hâte moi-même de participer pour pouvoir élaborer, de mon point de vue, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est un autre modèle alternatif de restauration publique qui tienne compte notamment des enjeux de qualité de l'alimentation et aussi des circuits courts qu'il faudrait mettre en place, d'une relocalisation de la préparation des repas, etc. Donc c'est un beau projet auquel je vous invite à participer et en tout cas auquel je participerai moi-même activement. Alors une des bonnes nouvelles avec laquelle on a terminé et commencé l'année a été d'apprendre la victoire des grévistes de l'hôtel Palace 4, 5 ou 6 étoiles Parc Hayat qui se trouve rue de la Paix à Paris, et donc des salariés en sous-traitance de cet hôtel se sont mis en grève et ont fait la grève pendant plus de 2 mois pour obtenir des meilleures conditions de travail et de rémunération dans ce grand palace. Et donc c'est une lutte et une mobilisation très très inspirante parce qu'elle a pris des formes nouvelles comme on en voit peu, avec un piquet tenu par l'ensemble des salariés, beaucoup de femmes, et puis un mode de mobilisation en faisant de la fanfare, de la musique, enfin quelque chose de très, très chaleureux, très joyeux et aussi très déterminé, qui a porté ses fruits, et ça c'est important. Et donc je vous en avais déjà parlé, je crois, dans une précédente vidéo, et c'est important donc de saluer ces grévistes et de célébrer des victoires comme celle-là qui sont gagnées de haute lutte et qui doivent inspirer et donner la force pour en mener d'autres et pour défendre les droits des salariés. Et parmi les luttes d'ailleurs qui continuent, une autre lutte importante, celle des personnels, des agents du secteur de la santé psychiatrique qui se sont mobilisés nationalement le 22 janvier, qui sont à Paris particulièrement mobilisés, notamment contre des projets de fusion des
des groupements hospitaliers qui vont réduire en fait leur possibilité d'intervention sur le territoire et également rendre plus difficile leurs conditions de travail. Et donc ces personnels qui en fait font tenir, comme dans d'autres secteurs de la santé, c'est sur elles, puisque c'est beaucoup de femmes, et eux, les soignants, les administratifs, qui tiennent à bout de bras le système de santé, et ils sont peu écoutés, ils ne sont pas assez entendus, parce que la logique du gouvernement est celle de l'austérité, alors qu'ils mènent une mission de service public essentielle, d'autant que la santé mentale est un des secteurs de la santé qui est encore plus oublié que le reste. Et donc, c'est important de manifester notre solidarité, notre soutien à cette lutte, de la faire connaître. Donc, je vous renvoie à la page Facebook du collectif La Psychiatrie Parisienne Unifiée, où vous trouverez la pétition qu'ils font tourner et vous aurez encore plus de détails sur leur mobilisation. Elle est très importante et je ne manquerai pas moi-même de continuer à interpeller le gouvernement sur ce sujet, notamment à l'occasion du prochain débat parlementaire sur la question de la santé. Voilà un aperçu de mon activité au cours de ce mois de janvier. Comme je vous avais dit, ça reste très intense. À nouveau, on a commencé l'année sur des chapeaux de roue. On est revenu mobilisé et plein d'énergie pour continuer à mener ces batailles à l'Assemblée nationale, auprès des habitants, de la population, dans les mobilisations, notamment portées par le grand mouvement populaire des Gilets jaunes qui continue, qui ne lâche rien. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine revue d'actualité. Si ça vous a plu, intéressé, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, des suggestions et à faire tourner sur vos réseaux sociaux. À bientôt.